bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète. On continue avec notre invité Mathieu Muller. Salut Mathieu. Salut Hermano, salut Olivier. Et effectivement, mon compère de podcast Olivier, que je ne présente plus, mais aujourd'hui j'ai inversé l'ordre de présentation, donc salut Olivier. Salut Hermano, salut Mathieu. On l'aura compris, tu œuvres dans le domaine de la lutte contre le dopage et justement à ce titre-là, je voudrais qu'on revienne déjà sur le dopage. Qu'est-ce que le dopage? Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Il y a surtout beaucoup de définitions, je pense. Chacun a un peu sa définition. Moi, je vais en retenir 2. La définition, on va dire, standard, qui est l'utilisation d'une substance ou une méthode qui est interdite dans le but d'améliorer de façon artificielle ses capacités physiques et ses performances sportives. On voit que le dopage, ça a trait surtout aux sportifs. Et une deuxième définition qui serait plus au sens de l'Agence mondiale antidopage, on reviendra peut-être sur ce qu'est l'agence plus tard, elle considère que le dopage c'est la violation d'une règle antidopage. Donc cette agence va être chargée de d'édicter un certain nombre de règles et y contrevenir, c'est en fait différentes formes de dopage et pas seulement l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, mais tout un tas d'autres règles. Donc voilà, ça va un peu plus loin, mais on retiendra donc la volonté d'améliorer de façon artificielle ses performances sportives. Donc en gros, ça veut dire que si tu triches, que tu fais un tour de moins, c'est considéré comme du dopage ou pas? Ah bah non, là c'est justement c'est de la triche. Voilà, il y a tout un tas de triches qui peuvent être utilisées. Le dopage en fait partie, mais c'est une définition plus réductrice. Je dirais. J'imagine bien, mais je veux dire où est la frontière en fait finalement, tu vois, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on rentre dans du dopage, parce qu'on parle aussi de... Ça tourne autour des substances exclusivement, substances, donc produits dopants et méthodes interdites, on va dire, pour donner un exemple, les transfusions. Voilà, ça tourne autour de ces substances-là. Parce que ça touche autour du corps, mais je veux dire, on parle aussi de dopage mécanique, par exemple. Alors là, c'est plus un abus de langage. Okay. En fait, on dit dopage mécanique parce que dans l'esprit des gens, c'est assez clair. L'idée qu'on triche, on améliore les performances. Néanmoins, on touche pas au corps humain et donc c'est pas du dopage. Voilà, c'est de la triche pure et dure. C'est comme si en Formule 1, on utilisait, une technique interdite. Ça arrive parfois, on essaye de contourner les règlements. La triche mécanique, c'est une triche un peu comme les autres. Bon, c'est marrant l'opposition que tu as faite à un moment. Alors je pense que tu t'es rattrapé après, mais quand Olivier parlait de tricherie versus dopage, tu faisais un peu justement cette différence entre tricherie et dopage. Pourtant, le dopage est un peu un sous-ensemble de la tricherie. C'est une façon de tricher, non? Ah, c'est une façon de tricher, oui, absolument, non. Là, je suis catégorique là-dessus. Ouais, et effectivement, quand tu dis que toi, ta définition du dopage, ça va être d'utiliser des substances ou des procédés qui sont interdits, mais dans le but d'améliorer ses performances, et tu l'as précisé après, pour toi, c'est vraiment toucher au corps humain. Donc, utiliser des procédés... Et aux sportifs, mais utiliser des procédés qui pourraient être interdits. Je sais pas, je pense par exemple à l'utilisation de caissons hyperbares à outrance qui pourraient modifier la répartition des globules rouges dans le sang. Est-ce que ça, pour toi, ça peut apparaître comme des procédés interdits, ou est-ce que finalement c'est jouer avec les règles du jeu? Pour le coup, c'est jouer avec les règles du jeu. Pour certaines méthodes, il y a des règles à ne pas dépasser et c'est donc l'Agence mondiale qui les édicte. Et si on les dépasse, ça devient du dopage et donc de la triche. Si on s'entraîne dans les règles, à ce moment-là, c'est comme on l'a dit, dans les règles, donc c'est toléré. Après, je ferai peut-être un petit à côté. On parle beaucoup de dopage, mais également de conduite dopante. Alors les conduites dopantes, c'est plus l'utilisation d'une substance, même si on pourrait parler également de méthodes, différentes techniques. C'est l'utilisation d'une substance pour surmonter un obstacle réel ou supposé. Je prendrai l'exemple du café. À très forte dose, le café est considéré comme une substance qui peut être interdite, donc une substance dopante. Mais dans la vie de tous les jours, énormément de personnes prennent du café en grande quantité, sans que ce soit du dopage, malgré tout. Ça peut être négatif pour sa santé, ça peut être négatif pour son état d'esprit, on va dire.
et c'est une forme de conduite dopante. Donc tu veux dire que 2 cafés par jour, c'est le plaisir, éventuellement c'est ton petit coup de shoot du matin, 10 cafés par jour, ça commence à être une conduite dopante parce qu'on se dit, ah tiens, je me sens un peu fatigué, je vais prendre un café, ça va me faire du bien, un peu comme l'effet Red Bull. Exactement, c'est exactement ça. Et finalement, si un café, ça peut faire du bien spontanément, plusieurs cafés, ça peut être négatif. Bon, c'est un peu la clope du matin, ça fait du bien, mais 10 clopes dans la journée, c'est pas bon pour la santé, c'est ça? Alors là, c'est un autre sujet, mais oui, on peut faire un parallèle. Non, on parle pas de cigarettes ni d'alcool dans un podcast de sport quand même, ça se fait pas, messieurs. Et bah tiens, justement, question toute bête, mais la cigarette, l'alcool, est-ce que dans une certaine mesure, ça peut être considéré comme des produits dopants? Alors, la cigarette, certainement pas. L'alcool, j'ai envie de dire, ça dépend, mais surtout, ces deux substances-là, ça va être contraire à l'esprit sportif. Là, c'est assez clair là-dessus. Et je vais en profiter d'ailleurs pour, comme on parle de substances, pour faire un petit éclaircissement sur quelles substances finalement sont interdites et pourquoi l'Agence mondiale décide de les interdire, puisque chaque année l'Agence mondiale publie une liste des interdictions, donc la liste des substances et des méthodes interdites. Et en fait, pour qu'une substance ou une méthode soit interdite, il faut qu'elle remplisse, on va dire, plusieurs critères. Donc il y a un faisceau d'indices, il y a 3 critères à prendre en compte, et si 2 de ces 3 critères se révèlent exacts, et on va considérer que la substance ou la méthode est interdite. Donc dans ces 3 critères, on a l'amélioration de la performance de façon artificielle, ça rejoint la définition qu'on donnait. Le deuxième critère, c'est que c'est dangereux pour la santé, il y a un caractère dangereux. Et le troisième, on l'évoque actuellement, c'est contraire à l'esprit sportif. Donc si on considère que 2 de ces 3 critères sont remplis par une substance ou une méthode interdite, eh bien l'Agence mondiale a de fortes chances d'interdire la substance ou la méthode. Ok, donc typiquement l'alcool, il y a de fortes chances que ce soit dans cette liste parce que c'est contraire à l'esprit sportif et à une certaine dose, c'est pas forcément bon pour la santé. Tout à fait. Après, on va considérer que ça va peut-être déprécier significativement les performances. Donc finalement, c'est même pas pris en compte réellement dans cette liste. Mais d'ailleurs, je vais quand même faire un dernier point. Je pense que dans la majorité des règlements des fédérations, l'alcool est prohibé sur ne serait-ce qu'une enceinte. Et du coup, parce que c'est vrai qu'on parle on parle de dopage, c'est vrai qu'on parle beaucoup de triathlon évidemment. Maintenant, d'un sport à l'autre, est-ce que on a plus ou moins les mêmes règles, ou alors est-ce qu'il y a justement une grande variabilité entre le cyclisme, le triathlon, la course à pied, etc. Alors c'est une question super intéressante parce que effectivement le sport au sens large, la diversité des disciplines fait que on ne va pas chercher à augmenter ou à améliorer les mêmes capacités. Effectivement, un triathlète, un coureur de fond, un cycliste, ça va être sensiblement la même chose, mais un tireur à l'arc, quelqu'un qui ferait du tir sportif, on est sur des réalités totalement différentes. Et donc, quand on prend la liste des interdictions, il y a différentes spécificités, différentes classifications, et donc certains types de substances vont être interdits pour certaines disciplines. Par exemple, des tranquillisants pour qu'un tireur sportif soit apaisé sur le stand de tir vont être considérés comme des substances dopantes et interdites notamment en compétition, donc ces mêmes substances ne seront pas forcément considérées dans une discipline comme le triathlon. Et donc du coup les caractéristiques du triathlon, ce serait quoi alors? Ce serait sans vouloir donner de mauvais exemples évidemment, c'est pas le but, mais plutôt justement si on veut mettre en avant les choses à ne pas faire pour les triathlètes qui nous écoutent, ce serait quoi? Moi j'ai envie de dire c'est respecter la liste des interdictions. Non bien sûr, mais je veux dire ensemble, c'est quoi on parle beaucoup de dopage dans le cyclisme par exemple, c'est vrai que c'est un sport qui était le dopage dans le cyclisme a été très médiatisé. On en parle beaucoup moins dans le triathlon. Bon alors le triathlon est peut-être plus niche aussi, c'est peut-être pour ça. Le triathlon est moins médiatisé, c'est peut-être aussi pour ça, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de problèmes de sujets de dopage dans le triathlon. Alors, est-ce que je me trompe? Je sais pas, tu nous diras. Alors ça après c'est peut-être à prendre avec un peu de recul, puisque le problème de la lutte contre le dopage, c'est qu'on fait des contrôles et que généralement l'athlète qui est sanctionné, qui est convaincu de dopage, il l'a été via un contrôle antidopage.
Donc finalement, le résultat est étroitement lié à la quantité de contrôle qu'on peut effectuer. Effectivement, le cyclisme est un sport très contrôlé parce que aussi c'est un sport à risque en matière de dopage, mais il est peut-être plus contrôlé que d'autres sports. Donc voilà, je vais pas jouer avec les chiffres, mais je pense que chaque sport doit considérer et prendre le dopage comme finalement un risque qui est égal dans tous les sports. Et c'est vrai que si on parle du triathlon, du cyclisme, de la course de fond ou du demi-fond, on va être sur le même type d'effort. Donc finalement, les risques sont similaires pour chacun de ces sports. Alors, on parle beaucoup de sport, mais il y a une question qui me titille aussi, c'est ce fameux e-sport, le sport électronique. Est-ce qu'il y a du dopage aussi dans l'e-sport ? Premièrement, oui, effectivement. Donc l'e-sport est une activité dans laquelle des gens vont chercher à améliorer de façon artificielle leur capacité et leur performance. Par contre, donc on pourrait dire effectivement ces athlètes, puisqu'on les considère de plus en plus comme des athlètes, ont une forme de conduite dopante. Toutefois, l'e-sport n'est pas aujourd'hui considéré en France comme un sport, donc on doit l'exclure de cette notion de dopage. Et donc là, on va être plus dans des considérations de prise de substances psychoactives. Et donc voilà, on doit les exclure du dopage, même si on est sur des comportements similaires. Attends, et quand tu parles de e-sport, juste pour éclaircir un petit peu... Alors l'e-sport, c'est la pratique d'un jeu vidéo à un niveau compétitif. Donc je ne sais pas si les auditeurs connaissent par exemple League of Legends, qui est un des jeux vidéo les plus compétitifs au monde. C'est un jeu vidéo qui n'a rien à voir avec le sport, mais il y a de la compétition. Donc on va parler d'e-sport. Voilà. Par contre, la question de si on prend les compétitions Zwift par exemple, ouais. Là effectivement on va également potentiellement parler d'e-sport puisqu'il y a l'aspect numérique, digital, mais on a une activité physique à la base. Et donc là je crois, sans trop me tromper, que de toute façon l'Union cycliste internationale s'est emparée du phénomène Zwift et le contrôle plus ou moins. Okay. Donc l'a intégré finalement à cette pratique du vélo. Et donc là, c'est plus un sport que l'e-sport. Oui, parce que du coup, on pourrait parler de dopage au jeu d'échecs. Enfin, ça s'arrête plus, je veux dire. C'est marrant que tu dis ça parce que l'échec en France est considéré comme un sport. Donc, on en apprend tous les jours. Dopage dans l'échec. Donc, tu fais bien de le mentionner. Okay. Autant les compétitions d'e-sport, je vois bien, c'est souvent une bande de, entre guillemets, jeunes qui se regroupent dans une salle et qui s'adonnent à leurs jeux vidéo favoris avec souvent les meilleurs qui sont sur l'estrade. Donc là, s'il devait y avoir du contrôle antidopage, ça serait assez simple. Par contre, les compétitions de Zwift ou autres, comment est-ce que ça se passe ? Les mecs viennent chez toi pour contrôler si t'es pas dopé ? Alors très franchement, je pourrais pas rentrer dans le détail parce que je n'en ai pas moi-même connaissance réellement. Simplement, si on va parler de compétition Zwift, je veux dire, si c'est des athlètes cyclistes qui participent à ces compétitions, ils ont peut-être l'habitude d'être contrôlés sur d'autres compétitions ou même hors compétition, puisque c'est une possibilité. Finalement, ces compétitions-là, c'est en train de se mettre en place, je dirais, et donc les contrôles antidopage vont aussi venir crédibiliser une compétition. Et généralement, c'est l'organisateur qui va être chargé de mettre en place un programme de contrôle pour s'assurer que sa compétition finalement correspond aux valeurs du sport et se réalise dans un cadre dans lequel il n'y aurait pas de dopage. Une fois qu'on a dit ça, je peux pas dire précisément sur les championnats du monde de Zwift si les athlètes sont contrôlés, d'autant que sur une discipline comme celle-ci, il y a aussi finalement tout ce qui entoure le calcul des puissances et du poids de l'athlète qui doit également être contrôlé. Donc je pense que comme la discipline est relativement nouvelle, pour l'instant, je pense que les instances qui s'occupent de Zwift cherchent davantage à traquer les athlètes qui mentiraient sur leur poids et la puissance de leur capteur que sur le dopage. Mais sans nul doute que l'UCI, si elle s'empare du sujet, creusera la question. Alors on parle de dopage, on parle de sport, on a parlé plutôt de la définition du dopage et des conduites dopantes. Il y a quand même une
t'en as parlé, une organisation qui chapeaute tout ça, c'est l'Organisation mondiale de lutte contre le dopage. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce que moi, déjà, la première question que je me pose, c'est le sport, c'est quand même un niveau international. On en a parlé tout à l'heure avec Olivier, ça regroupe plusieurs sports, puisqu'on parle du sport en général et du dopage dans le sport en général, mais tous les sports ont aussi une dimension internationale. Comment est-ce qu'on s'assure que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde et surtout que le contrôle en matière de dopage soit le même pour tout le monde? Je vais devoir faire une présentation un peu générale de l'Organisation mondiale de la lutte contre le dopage. C'est pas évident de le synthétiser, mais simplement donc présenter l'Agence mondiale antidopage. C'est une organisation de droit privé suisse qui a été fondée en 1999. Ça coïncide plus ou moins avec l'affaire Festina. Je connais pas. Voilà. On m'aurait menti à l'insu non plein gré, c'est ça? Exactement, une affaire qui est survenue de dopage qui est survenue sur le Tour de France en 98. Et donc cette agence mondiale antidopage qui a été financée au départ par le CIO, le Comité international olympique, et très vite les gouvernements s'y sont associés. Les instances de décision de l'AMA sont composées de représentants du mouvement sportif et des gouvernements. Et c'est une agence qui va être chargée de promouvoir, coordonner et superviser la lutte contre le dopage dans le sport au niveau international. Une fois qu'on a dit ça, très concrètement, elle va édicter les règles antidopage, donc le code mondial antidopage, toutes les règles à respecter, et chaque année publier la liste des interdictions. On en a parlé. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Et son rôle principal aujourd'hui, une fois qu'elle a mis en place ce code mondial, c'est de s'assurer de la conformité des signataires, puisqu'en fait, toute organisation sportive va être signataire ou va être vivement encouragée à signer ce code mondial et à s'y soumettre pour justement s'assurer que c'est homogène au niveau international. Et donc l'AMA va faire attention à ce que chaque signataire respecte bien ces règles. Et alors attends, quand tu parles d'organisation sportive, tu veux dire d'organisation à l'échelle des fédérations nationales ou même on descend jusqu'au petit club de campagne qui va être une organisation sportive? Quand je parle de ces organisations, généralement c'est donc les fédérations internationales qui vont contraindre les fédérations nationales par voie de conséquence, et donc les petits clubs ensuite qui seraient affiliés à ces fédérations. Mais on va aussi parler des organisations nationales antidopage. Donc ça c'est dans chaque pays finalement, une organisation qui est censée être autonome, qui doit être autonome, va être chargée de mettre en place un programme de contrôle antidopage. En France, c'est l'Agence française de lutte contre le dopage. Que ce soit les fédérations ou ces organisations nationales, eh bien, elles doivent respecter le code mondial si elles en sont signataires et donc s'y conformer. Et c'est ce sur quoi l'AMA est très attentive. Donc tu veux dire que finalement il y a les règles qui sont édictées par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Ensuite elles transmettent les règles à respecter aux organisations nationales, aux émanations nationales de l'AMA. C'est ça. Et ces organisations nationales, c'est qui vont faire respecter les règles. Et après l'AMA, donc l'Agence mondiale antidopage, va se charger de contrôler que les organisations nationales respectent bien ces codes, c'est ça? Ça a l'air compliqué, mais je pense que tu ne t'es pas trompé. Ça va. C'est exactement ça. J'ai essayé de résumer. Hein. Et du coup, c'est qui finance, comment sont financées ces structures? Le CIO et les gouvernements qui vont financer à part égale, puisque donc j'ai pas parlé des gouvernements de chaque pays, mais ces gouvernements ne peuvent pas être signataires du code mondial, puisque c'est finalement une organisation de droit privé suisse. C'est un document privé, donc les gouvernements ne peuvent pas être signataires, mais on a trouvé une petite solution, puisque pratiquement l'intégralité des gouvernements internationaux sont signataires de la Convention contre le dopage dans le sport, sous l'égide de l'UNESCO. C'est la partie, on va dire, culturelle de l'Organisation des Nations Unies. Et cette convention engage tous les signataires à mettre finalement en œuvre tout ce qui est possible de mettre en œuvre pour se conformer au code. Donc c'est un petit détour pour finalement que les gouvernements également
soit contraint de respecter les règles édictées par l'Agence mondiale antidopage. Bon alors attends, parce que du coup, je me refais un petit schéma là. Donc tu nous dis que c'est les gouvernements nationaux qui financent cette Agence mondiale antidopage, mais qu'ils ne sont pas signataires de la charte des règles émises par l'Agence mondiale antidopage parce que c'est une société de droit suisse et donc ils peuvent pas y adhérer. Par contre, vous avez trouvé une parade via l'UNESCO. C'est ça. Et du coup, les gouvernements financent directement l'Agence mondiale antidopage ou les gouvernements financent les agences nationales antidopage qui elles-mêmes financent les agences mondiales? Les deux. Les gouvernements participent au financement de l'AMA, mais Okay. elles financent également leurs organisations nationales antidopage pour leur donner les moyens de mener un programme de contrôle sur leur territoire national. Ok, bon, bah écoute, je pense que tout ça c'est clair. J'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu plus sur tes missions, toi, au ministère, mais peut-être déjà, est-ce que tu peux nous parler de la lutte contre le dopage en France? Et donc nous avons une organisation nationale antidopage, qui est l'Agence française de lutte contre le dopage. C'est du coup une agence, une autorité administrative indépendante qui est financée par le ministère chargé des sports, mais qui a toute son indépendance pour mettre en œuvre un programme de contrôle antidopage. Et donc c'est elle qui va réaliser tout bonnement les contrôles auprès des sportifs nationaux ou internationaux qui feraient des compétitions en France. Ils ont tous les moyens et toute indépendance pour mettre en place les contrôles ou aussi la prévention antidopage? Alors, c'est une bonne question. Je vais peut-être déjà commencer par parler de nous, ce qu'on fait au ministère chargé des sports, puisque nous, on est en première ligne, j'ai envie de dire, sur cet aspect de prévention, la prévention du dopage, puisque le ministère chargé des sports, il va être chargé de coordonner les acteurs de la prévention du dopage. C'est dans le code du sport, c'est indiqué comme finalement l'entité, le ministère chargé des sports, qui va engager et coordonner les actions de prévention pour assurer la protection et la santé des sportifs et lutter contre le dopage. Toutefois, depuis cette année-là, 2021, l'Agence française de lutte contre le dopage, qui doit se conformer au code mondial antidopage. Elle doit se conformer au code mondial qui, depuis 2021 et sa nouvelle version, oblige les organisations nationales antidopage à mener un programme d'éducation. Donc l'AFLD a également des missions d'éducation qui peut s'entendre aussi comme de la prévention. Et troisième volet, la lutte contre les trafics, qui est pour le coup le rôle des services de police et de justice en France, qui a donc à sa charge de lutter contre les trafics de produits donc stupéfiants et dopants. Mais l'AFLD a aussi, depuis cette année, des capacités, on va dire, d'enquête, donc pour mener des enquêtes et non plus seulement des contrôles antidopage. Donc voilà, elle va, depuis cette année, un peu toucher à toutes ces facettes en conservant une stricte autonomie. Et juste parce qu'on parle beaucoup de contrôle antidopage, bon, j'imagine c'est les contrôles que tu fais directement sur les athlètes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres choses qui sont mises en place, par exemple des analyses de données où on verrait des différences de performance Alors, on va pouvoir parler du passeport biologique, effectivement. Il y a plusieurs façons de contrôler un sportif. Donc, il y a le contrôle en compétition ou hors compétition. Donc là, on va être sur un prélèvement sanguin ou urinaire. Et puis, donc l'échantillon qui va être prélevé va être contrôlé par un laboratoire lui aussi indépendant. Et puis, il y a également le passeport biologique. Donc là, on va, pour certains sportifs, uniquement les sportifs, on va dire, à risque, de très très haut niveau et pour lesquels on va avoir une attention particulière, eh bien, ces sportifs, on va conserver leurs données de leur contrôle pour finalement essayer de suivre dans le temps l'évolution de certaines données biologiques pour finalement voir si c'est conforme à certains critères et si c'est aussi conforme aux performances réalisées. Et donc ça veut dire que les athlètes sont obligés d'accepter en fait qu'on garde ces données. Parce que j'imagine avec tout ce qui est GDPR notamment, ça doit être un peu un enjeu, non, ou pas trop? Non, effectivement, c'est un enjeu. Après, forcément, un sportif, quand il s'engage dans une carrière de sportif, il a des droits, c'est évident, mais il a aussi des obligations, des devoirs. Et la lutte contre le dopage en est un. Je pense que c'est peut-être un des devoirs les plus importants si on veut évoluer dans un sport propre.
Et donc, la majorité des athlètes doivent s'y conformer. On pourrait parler, bien sûr, là, de la conservation des données, mais pour le passeport biologique, mais on peut parler aussi de l'obligation de localisation des sportifs, puisque certains sportifs, encore une fois, qui sont considérés comme soit très performants, soit suspects, peuvent intégrer ce qu'on appelle la liste des sportifs en France, donc ce sera de la FLD, et une attention particulière leur sera réservée, et ils doivent indiquer finalement chaque jour un horaire et un lieu sur lequel ils pourraient être contrôlés. Je parlais des contrôles hors compétition, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Donc c'est très très contraignant pour un sportif. Il y a beaucoup d'expériences, on va dire, assez négatives pour les sportifs, puisque c'est pas nécessairement à toute heure, mais bon, c'est récurrent. Malgré tout, je pense que il faut en passer par là pour avoir un sport propre, ou du moins le plus propre possible. Ok, mais ça ne concerne que, effectivement, enfin, comme tu dis, les athlètes de très haut niveau. Tout à fait. En France, c'est 300 sportifs. D'accord. C'est déjà beaucoup, hein. Ça reste limité, mais il faut en passer par là pour avoir un sport aussi qui soit crédible. Oui, puis pour donner l'exemple aussi, mais parce que au final, il y a enfin, je veux dire, le dopage, c'est pas que à haut niveau, hein. Enfin, moi, je me souviens sur mes toutes premières courses de VTT à l'époque en Colombie, je me souviens sur la ligne de départ, les mecs qui prenaient des trucs, enfin, tu les voyais, quoi. Alors c'était des espèces de petites pilules, je sais pas trop ce qu'il y avait dedans, tu vois, mais tu vois que les mecs, enfin, c'était pas un bonbon, quoi. Donc Non, et c'est des trucs que tu vois, alors que c'est des mecs qui roulent pas non plus, ils font pas des perfs, enfin, tu vois, les mecs font pas des podiums ou quoi que ce soit, hein, mais c'est courant. Non, mais c'est très intéressant parce que effectivement, le dopage, ça va toucher tout simplement tout le monde. On parlait de conduite dopante, ça va toucher même la société dans son ensemble. Et nous, au ministère chargé des sports, notre mission, c'est aussi de s'adresser à toute cette frange de la population. Et donc, je l'ai dit, on s'intéresse particulièrement à la prévention du dopage, même si du fait qu'on finance l'action de la FLD, du fait qu'on soit aussi un intermédiaire et qu'on puisse échanger avec les services de police et de justice, notre activité principale, c'est la prévention du dopage en France, et donc c'est pour l'intégralité de la société française, et ça s'explique, enfin ça se concrétise dans un plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes dans les activités physiques et sportives. Donc c'est vraiment à la fois l'athlète de haut niveau, mais également l'athlète non licencié qui ferait simplement de la marche, ou qui irait dans une salle de sport, donc qui serait une structure privée. Donc voilà, on va essayer de toucher tout le monde, puisque, encore une fois, tu l'as très bien dit, le dopage n'est pas un problème uniquement de triche, de compétition, mais c'est aussi et avant tout un problème de santé publique. Et est-ce que vos actions de prévention, elles s'intègrent aussi dans les écoles, notamment, je sais pas, on parlait de l'athlète de haut niveau ou de l'athlète de milieu de peloton, mais est-ce que ça peut aussi concerner le petit Luc, 12 ans, qui rentre au collège et puis qui se dit, tiens, je me prendrais bien un shot de Ventoline aujourd'hui avant d'aller faire mon cross de l'école, parce que papa, il a dit que je respirerais mieux. Absolument, on essaye de toucher tout le monde, et d'autant plus, là, en France, on s'est rapproché du ministère de l'Éducation nationale. Avant, on était un ministère des sports. Maintenant, on est rattaché à l'Éducation nationale, donc on travaille d'autant plus avec ces publics scolarisés. Et je pense que c'est essentiel, puisque avec en plus les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 qui approchent, on a envie de promouvoir le sport en France. On a envie de montrer que c'est bien de faire du sport, mais il faut aussi associer les bons messages, et donc éduquer, entre guillemets, nos jeunes générations à pratiquer un sport qui soit bon pour eux, qui soit intègre. Et donc effectivement, on essaie de toucher au maximum ces publics-là, mais également l'encadrement, hein. Ça passe par les professeurs, ça passe par les parents. On vise assez large, puisqu'on considère que ça concerne tout le monde, et on le fait avec une multitude d'acteurs en France qui s'occupent de la prévention, et donc c'est pour ça que je parle d'un rôle de coordination de ces différents acteurs, puisqu'on peut pas tout faire nous-mêmes. On s'appuie sur énormément d'entités
et d'acteurs motivés. Et quand tu parles de communication, du coup, c'est quoi les axes principaux? Enfin, je veux dire, si tu parles, par exemple, tu le disais là, à des enfants, ou en tout cas des jeunes qui sont à l'école, par exemple, vous leur dites quoi exactement? Vous leur dites Le dopage, c'est pas bien. Vous leur dites regarde les effets que ça peut avoir à ton corps. Enfin, tu vois, c'est quoi le positionnement que vous avez à ce niveau-là? Alors, on essaye de pas être trop normatif, moralisateur. Je pense que c'est l'écueil principal à éviter. Pas avoir une vision trop manichéenne, dire c'est tout blanc, c'est tout noir. L'athlète qui consomme des produits dopants, qui va être suspendu pour dopage, c'est forcément un tricheur. Bon, effectivement, il a triché, mais il avait peut-être certaines raisons qui ont fait qu'il en est arrivé à tricher. On peut parler aussi de la prise de produits stupéfiants. Certains publics sont peut-être plus amenés à consommer ce type de substances parce qu'ils évoluent dans un cadre particulier. Donc quand on s'adresse à des très jeunes publics ou à des jeunes publics, on va insister énormément sur les compétences psychosociales, c'est-à-dire tout bonnement leur dire qu'il y a une réglementation, mais que surtout il faut parvenir à être en mesure de faire ses choix, ses propres choix. Une fois qu'on connaît la réglementation, il faut surtout faire les bons choix, être en mesure de faire les bons choix, donc être attentif à son environnement, pas forcément écouter quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions, etc. Donc on va essayer au maximum de se dégager du dopage et de l'idée de substance, etc., de rentrer dans des considérations trop techniques, mais on va insister sur les compétences psychosociales puisqu'on s'intègre quand même dans un parcours éducatif pour l'enfant. Puis on parle de l'enfant là, mais on pourrait parler de tous les autres publics. L'idée, c'est quand même d'avoir un discours différent selon les publics pour qu'il soit le plus pertinent possible. Oui, parce qu'à la limite, l'enfant, il va t'écouter, et l'adulte, il a une certaine maturité, je pense qu'il peut comprendre. Non, il y a aussi le public un peu entre les deux. Les adolescents, j'imagine que c'est un peu plus difficile. L'âge rebelle, on lui dit tu peux pas faire ça, c'est probablement la première chose qu'il va vouloir y faire. Non, c'est évident. Chaque public doit être pris différemment. Et c'est pour ça qu'on se repose aussi sur des spécialistes, des psychologues du sport, des gens qui ont cette capacité, cette compétence pédagogique pour élaborer un discours qui soit le plus pertinent, le plus efficace, et encore une fois, le moins moralisateur possible, puisque c'est contre-productif. Et vous travaillez par exemple avec des influenceurs ou des trucs comme ça, enfin des trucs un peu... Alors non, c'est pas quelque chose qu'on fait nous au niveau du ministère chargé des sports. Après j'ai pu le proposer à certains de nos partenaires, mais malgré tout je pense que c'est un milieu qui est encore un peu réticent et puis ça reste un sujet relativement j'ai envie de dire touchy, donc c'est difficile de s'associer à un influenceur, de vraiment bien le cibler pour parler de ce sujet-là, mais je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, les meilleurs influenceurs de la lutte contre le dopage, c'est les sportifs eux-mêmes, et donc on se repose très très largement sur eux, que ce soit des sportifs qui n'auraient jamais été contrôlés ou des sportifs qui auraient été contrôlés et qui ont finalement fait leur période de suspension et puis sont revenus à un très bon niveau sans se doper pour autant. Sans se faire attraper. Non, c'était mauvais. C'était une mauvaise langue. J'étais mauvaise langue. Non, mais ça c'est mauvais, mais ça prouve aussi que effectivement c'est difficile de se fier aux athlètes, mais c'est la vision pessimiste de la chose, puisque malgré tout nous on œuvre pour justement que cette confiance ne soit pas brisée. Et donc on doit tout de même se reposer sur eux, et on a des athlètes notamment en France qui parlent de plus en plus sur ce sujet-là et qui ont toute légitimité à en parler. Tu nous as parlé de la FLD, donc l'Agence française de lutte contre le dopage, qui intervient dans le contrôle des sportifs lors de compétitions en France. Est-ce que la FLD est aussi compétente pour contrôler les sportifs français lors de compétitions à l'étranger ou lorsque ces sportifs français reviennent de compétitions à l'étranger? La FLD, normalement, n'a pas vocation à contrôler les sportifs français sur des compétitions à l'étranger, puisque généralement, à l'étranger, donc les compétitions sont organisées par une organisation sportive qui elle-même va définir son programme de contrôle sur sa compétition. Donc par exemple, aux Jeux Olympiques,
c'est le comité d'organisation de Tokyo 2020 qui a créé un programme de contrôle. Ce programme de contrôle a d'ailleurs été créé en partenariat ou même délégué à l'agence de contrôle international, qui a une nouvelle agence qui a été créée en 2018 et qui vise à aider les organisations sportives à développer ces programmes de contrôle. Puisque une organisation comme la FLD, finalement c'est son travail, donc elle en a l'habitude, mais une organisation sportive n'a peut-être pas les codes et n'a peut-être pas la compétence pour créer un programme qui soit le plus efficace. Toutefois, pour revenir à ta question, la FLD est en capacité de contrôler un sportif français à l'étranger, en tenant évidemment au courant l'organisation nationale locale, mais elle peut tout à fait décider que le sportif qui est en stage, par exemple, à l'étranger, présente un risque de se doper hors compétition pendant une phase d'entraînement, et donc elle peut être amenée à se déplacer sur place pour effectuer un contrôle. Et elle en a la possibilité. Elle en a la possibilité, mais est-ce qu'elle en a le pouvoir si c'est dans un pays étranger ? Je sais pas, je pense à une histoire qui a un peu défrayé la chronique il y a quelques mois avec une marathonienne française qui a été contrôlée, je sais plus, au Maroc ou en Tunisie, et ça avait un petit peu défrayé la chronique. C'était effectivement, c'était au Maroc, et la FLD avait tout à fait le droit d'aller la contrôler sur place. Elle a tenu informer l'organisation nationale antidopage marocaine. Elle a pu effectuer ou tenter d'effectuer le contrôle. Donc elle était dans son bon droit. Okay. Et ça, justement, ça m'amène à la question suivante, avant qu'on passe à la dernière question pour aujourd'hui, parce qu'on a encore fait un bel épisode. Est-ce que les agences nationales antidopage, donc reprenons l'exemple de la FLD qui va contrôler une sportive française au Maroc, est-ce qu'ils ont des échanges de bonne qualité avec les autres agences nationales, voire avec les autres gouvernements pour pouvoir effectuer ces contrôles, ou de temps en temps, suivant les pays, c'est un peu tendu ? Ça, il faudrait leur demander. Il faudrait leur demander, mais je doute pas qu'il y a une très forte coopération de toute façon internationale. Qui plus est, je pense qu'à la limite, les tensions, c'est peut-être plus entre justement les athlètes et les contrôleurs, oui, j'imagine. Oui, enfin, si on peut-être, mais surtout, finalement, contrôler un sportif national, que ce soit à l'étranger, ça reste, on va dire, de l'entre-soi. Donc finalement, l'organisation nationale du pays dans lequel se trouve l'athlète n'a que peu de raisons de refuser. Alors, on parle justement d'international. Tu as glissé le mot tout à l'heure de Paris 2024. Qu'est-ce que ça change pour la FLD et comment est-ce qu'on se prépare à la lutte antidopage pour Paris 2024 et éventuellement à la prévention en vue de Paris 2024 ? Vaste sujet. L'idée, c'est simplement de se dire qu'on a une opportunité pour promouvoir le sport en France, pour promouvoir une pratique sportive qui soit saine et intègre. Donc forcément, on est un peu plus sous pression, notamment avec le nouveau code mondial pour la mise en conformité du droit français à ce nouveau code mondial et la mise en conformité de la FLD à ce nouveau code mondial. C'est désormais chose faite. Donc on va être en mesure, et la FLD va être en mesure de déployer son programme de contrôle. Elle va monter en puissance au fil des années pour atteindre une quantité de contrôle qui soit suffisante au moment des Jeux. Donc voilà, ça va être une montée en puissance. Nous, au ministère, l'idée, ça va être de continuer à coordonner tous ces acteurs de la prévention qui vont forcément être très motivés avec cet objectif de Paris 2024. Il faut se servir un peu de Paris 2024 comme d'un objectif pour déjà atteindre peut-être certaines ambitions, et notamment que l'intégralité des sportifs français qui vont participer à ces Jeux nationaux le fassent dans d'excellentes conditions, que la population puisse recevoir les bons messages, et puis surtout qu'il y ait un héritage. C'est un des mots très forts de l'organisation de cet événement, c'est qu'il faudra qu'il reste quelque chose. Donc tout le travail qu'on va faire là pendant les 3 ans, pendant l'Olympiade, il faudra que ça puisse rester dans l'imaginaire collectif et la conscience collective pour que la société puisse pratiquer du sport dans de bonnes conditions et sans risque pour sa santé. Wow, je pense que c'est une très belle conclusion pour l'épisode d'aujourd'hui, messieurs, non ? Écoutez, moi, si ça vous va, ça me va, et j'ai hâte qu'on prolonge la discussion sur le triathlon, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais j'espère qu'on fera tout ça demain. Écoute, c'est ton programme pour demain. Merci beaucoup, Mathieu, pour toutes ces précisions. On revient là-dessus. À demain. À demain.
Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs! Quand je parle de ces organisations, généralement c'est donc les fédérations internationales. T'étouffes pas Olivier, c'est rien. Oh le salaud, je vais avoir du montage. Tout de suite on parle de dopage, tu t'étouffes. Non mais franchement. Vas-y Mathieu. Tu veux reposer ta question, Hermano? Non, je m'amuserai à faire du montage, t'inquiète pas, y a pas de problème. Ok. Non, donc quand on parle d'organisation sportive, effectivement, c'est donc les fédérations internationales.